Ok, bonjour à tous. Alors moi, l'intitulé de ma présentation, c'est Tropical Software, développer un logiciel pour un ministère d'Asie du Sud-Est. Et donc, je vais vous présenter, je vais vous faire un retour d'expérience sur le développement d'un système de gestion des ponts au Laos. Et essentiellement, je voudrais vous présenter certains aspects techniques qui vont intéresser certaines personnes, mais aussi toute l'idée de travailler là-bas, comment on peut se retrouver dans ce pays et aussi la différente façon de faire par rapport à ce que peut-être la plupart d'entre vous connaissent ici en France. Donc je me permets de mettre une petite carte pour situer le Laos au cas où vous ne vous souvenez pas. Donc c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui se trouve entouré de ses puissants voisins que sont la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Et c'est un petit peu un petit pays qui n'a pas d'accès à la mer. Moi j'y suis arrivé il y a 10 ans, déjà pour un système similaire, mais cette fois-ci j'étais embauché par une boîte pour le faire au ministère des Transports donc de Vientiane, la capitale. Et je suis à présent indépendant, freelance, je suis encore là-bas et je vais plutôt faire... je fais aussi à distance avec la France. Donc vu l'écosystème sur place, mes projets sur place sont avec soit des ONG, soit des ministères, c'est dans le processus de digitalisation du gouvernement, des institutions publiques, des centres de recherche, toutes ces choses-là. Mais le secteur privé n'étant pas extrêmement développé, c'est pas vraiment avec les boîtes que je bosse. Par contre, à distance avec la France, ben c'est tout l'inverse. C'est uniquement avec des boîtes comme L'Oréal par exemple, ou des startups devenues grosses comme Kepler. Et là, je suis plus intégré dans les équipes. J'ai mes daily où je suis un petit rouage de développeur, alors qu'au Laos, je suis plutôt lead sur un projet parce que souvent seul développeur. Il y a d'autres fonctions à côté. Donc l'objectif du logiciel que je veux vous présenter, donc il s'appelle BMS pour Bridge Management System, et il a deux éléments principaux, deux types de fonctionnalités principales. La première, ce sera vraiment le Bridge Management, comme dans son nom, et ce sont les aspects inventaire et inspection. En réalité, le gouvernement là-haut a besoin de savoir sur les routes nationales, parce que c'est uniquement sur les routes nationales que dont ce système se préoccupe, sur les routes nationales, quels sont les ponts, combien il y en a, où, quel type de matériaux, quelles sont les dimensions, etc. Donc ça, c'est la notion d'inventaire. On pourrait croire que c'est quelque chose d'acquis et qu'on a déjà le listing quelque part. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et la notion d'inspection, là, c'est chaque année ou tous les 2 ans, retourner sur place et regarder où on en est dans le pont, mesurer certaines choses et pouvoir les rentrer dans le système pour que le gouvernement central puisse voir l'état de chaque pont. Donc c'est une première partie du logiciel. Et la deuxième partie, c'est comment gérer le budget et planifier la maintenance de ces ponts. Et ça, pour moi, c'est une partie, je dirais pas un peu plus bancale, j'espère que les gens ne vont pas voir la vidéo, mais en tout cas qui est moins maîtrisée et qui est un peu plus complexe, mais au moins on a la partie Bridge Management qui apporte déjà un élément de digitalisation fort pour le gouvernement. Quelque chose aussi sur lequel je voudrais appuyer, c'est comment ça se passe en fait les projets là-bas. Donc dans la plupart de ces projets-là, contrairement disons à la France, c'est que l'argent n'appartient pas au gouvernement là-haut. Ça vient, il y a toujours un organisme, disons étranger, qui va fournir l'argent, fournir le funding comme on dit. On peut soit fournir le funding et l'implémentation, soit fournir uniquement le funding. Donc par exemple la France a un organisme pour faire ça, c'est l'Agence française de développement, et ce logiciel, c'est la coopération japonaise qui s'appelle JICA, qui est aux manettes pour ça. Et donc, alors pourquoi les gouvernements, disons, occidentaux fournissent ça? Il y a une histoire de soft power, il y a une histoire philanthropique peut-être, on peut l'espérer, et une histoire aussi parfois de finalement envoyer nos propres entreprises faire l'implémentation, et finalement en réalité l'argent revient un petit peu dans la poche de l'État. D'une certaine manière, c'est un peu ce qui s'est passé puisque l'entreprise qui gérait était japonaise. Donc l'utilisateur final
sera le département des ponts du ministère des Travaux publics et Transports du Laos. L'entreprise qui finance, non pas qui finance, pardon, l'entreprise qui va gérer le projet, en réalité n'est pas une entreprise de logiciel. Ils sont plutôt spécialisés dans le développement, donc ils vont dans tout plein de pays comme ça pour faire ce type de projet. Et infrastructure, route, c'est leur chose. Souvent, c'est un petit peu par domaine. Et donc, comme maintenant on digitalise tout, on arrête de construire les ponts, on les a tous construits, il est temps maintenant d'avoir un système pour les gérer. Et bien ces entreprises se retrouvent à devoir embaucher des développeurs pour faire le programme. Et c'est là que j'interviens. J'ai été embauché dans l'équipe qui s'est formée pour pouvoir faire les développements. On a à côté d'autres consultants, on va les appeler, on dit consultants, d'autres freelances, qui peuvent être locaux, qui peuvent être internationaux, pour les notions de design, ou ce que j'ai appelé spécification. En réalité, c'est l'ingénierie civile, c'est les gens qui s'y connaissent en structure et en maintenance. Et un petit peu lié à ça, on a le côté knowledge, la méthodologie implémentée. Donc là, c'était avec des travaux de recherche de l'université de Nagasaki, visiblement. Le modèle de détérioration dont je vais vous parler un petit peu provient de là. Et même des bonnes pratiques mises en ligne par la Federal Highway Administration qui gère les ponts et ouvrages d'art et autoroutes aux États-Unis. Alors, je vais vous montrer un petit peu le système. Je l'ai là, je l'ai lancé en local, je ne suis pas sur la version déployée en prod. Non seulement parce que ce ne serait pas forcément extrêmement éthique, mais aussi j'ai peur qu'il y ait des hackers dans la salle et qu'ils me fassent un pen testing gratuit que je n'ai pas demandé. Donc voilà, là on a la partie gestion du logiciel. On a une liste de ponts, on en a 800 par exemple, on peut les avoir en version tabulaire ou en version carte. Ensuite, c'est assez classique, on clique sur un pont et là on aura sa localisation, mais aussi certaines données comme la rivière sur laquelle il passe, ou essentiellement les histoires de matériaux, il y a beaucoup de spécifications, de paramètres intéressants. Alors bien entendu, point crucial, on a la version tout en Lao qui a son propre alphabet. Et pour les développements et pour les consultants internationaux, nécessairement, on a une version anglaise. Mais en réalité, l'objectif est que ce soit en langue locale, c'est même un point critique. Et ensuite, si je clique sur la galerie, donc je crois que je l'ai préloadé pour que ça aille un peu plus vite, voilà. On a les images du pont qui mettent en contexte l'ouvrage sur lequel on est en train de regarder. Donc ces images ont bien entendu été prises sur place et justement c'est l'un des points qu'on va développer. Et rapidement, un petit screenshot de la partie planification. On a différents scénarios, on peut essayer de faire la maintenance pour un certain nombre de ponts, on en choisit seulement 10 ou on en choisit une province, on a des taux d'inflation, des taux de change. On a quand même mis en place un certain nombre d'analyses qui peuvent être utilisées par les autorités locales. Ah oui, un module d'administration, puisqu'on a énormément de mots techniques, mais aussi, vous allez voir plus tard, de paramètres que l'utilisateur doit pouvoir changer sans l'aide du développeur. Alors, je voudrais discuter de 2 points techniques qui change un petit peu. En réalité, cette application, c'est un peu ce qu'on appelle CRUD, nous les développeurs, donc ça veut dire Create, Read, Update, Delete. Donc c'est un logiciel où on rajoute des ponts, mais ça pourrait très bien rajouter des routes, ou rajouter des kilos de bananes, ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est à peu près la même façon de faire et d'implémenter. Néanmoins, ce logiciel a 2 aspects intéressants qui le font sortir un peu du lot, et juste de ce simple logiciel où je rajoute, je delete ou j'update. Ça va être une notion de collecte de données hors ligne et l'implémentation des algorithmes de détérioration spécifiés par cette université de Nagasaki. Alors je vais commencer par parler du online-offline. Donc là on a la photo d'un inspecteur qui est en train de faire l'inspection
d'un des ponts. Donc on peut se retrouver, je dirais pas dans la jungle quand même, parce que ce sont des routes nationales, donc on a un tracé pas urbanisé, mais au moins voilà, qui n'est pas dans la jungle. Mais il se retrouve, ça doit être la saison sèche puisqu'il peut mettre les pieds en dessous. En tout cas, il se retrouve un peu loin d'une connexion 3G, d'une connexion Internet, et il a besoin de faire une inspection et de collecter de la donnée. Ça se faisait avant sur papier. Le papier a bien entendu son avantage, mais il était temps de digitaliser. Il y avait une volonté du gouvernement d'essayer de passer à quelque chose de différent. Donc, on est passé sur tablette. Alors, on est passé sur tablette. On a besoin de collecter deux types de données. D'abord, c'est bête à dire, mais en réalité, il faut savoir sur quel pont on est. Quand on est au milieu du pays, quel pont on est en train de regarder, quel pont on est en train d'observer. Donc pour ça, il y a une première requête qui est une première collecte de données sur l'identification, pour savoir où on est. Et il n'y a pas de numéro de série sur le pont, et parfois le pont c'est le nom de la rivière, sauf que sur la même rivière, il y a 5 ponts, donc c'est pas aussi simple que ça finalement. J'ai été un petit peu étonné de voir qu'on a eu certaines difficultés pour pouvoir matcher la donnée à un pont déjà existant en base de données. Donc l'idée c'est juste de prendre la route qui a une identification unique et qui a aussi on l'espère, un départ unique et il y a un mot qui s'appelle chain age, donc c'est le nombre de kilomètres puis de mètres séparés par un plus depuis le début de la route. Et alors, je ne sais pas trop ce que veut dire chain age, je me suis posé la question juste ce midi, juste avant la présentation, parce que j'avais peur qu'on me demande. Et alors que ça fait 3 ans que je l'utilise, et ça me fait me rendre compte, je ne sais pas si vous aussi les développeurs, vous avez parfois des mots que vous prenez pour acquis, que vous avez utilisés depuis des années comme étant un identifiant de la base de données qui est capital et primordial, et en réalité, vous avez une représentation de ce que c'est dans la tête, mais est-ce que c'est un mot qui est utilisé partout dans le monde? Est-ce que c'est standard? Est-ce que ça l'est pas? Je ne peux même pas répondre à cette question. En tout cas, on a dû rajouter aussi, pour avoir un identifiant unique, le bridge direction, puisqu'on avait parfois 2 ponts l'un à côté de l'autre, et du coup on ne savait pas identifier lequel des deux quand c'était vraiment 2 ouvrages séparés. Je ne sais pas si c'est la façon de faire la plus robuste, puisque ça a été la direction prise par les voitures à l'intérieur, parce que souvent dans ce cas-là, c'est que c'est la voiture qui passe dans un sens puis dans l'autre. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un nombre unique d'ID pour nos ponts. Ça, c'était l'identification. Ensuite, deuxième point de données le plus important qui va être justement collecté. Chaque pont a en fait un nombre d'éléments. Et ces éléments, ça va être donc le girder, le pier, le pile cap, piles, etc. Tout ça, ce sont les mots anglais. Et ces éléments sont regroupés en ce qu'on appelle component. Donc c'est la substructure qui est là, ou la superstructure, c'est ce qui est au-dessus de la substructure. Et on a des travées. Donc ça se répète 2-3 fois, parce que les ponts sont en réalité pas très très grands sur ces petites rivières ou ces petits passages. Mais bon, ça peut être 10-15 sur les plus grands. Donc le mot anglais c'est span, et ça on va le revoir un petit peu. Donc bon, ça c'est juste la liste des catégories. Et ensuite, pour chacun de ces éléments, en fonction du matériau de l'élément, eh bien, on va avoir différents dommages. Donc si on est sur de l'acier, on va vérifier la corrosion, la rouille, on va vérifier qu'il n'y ait pas de crack. De crack, on imagine bien ce que c'est, je me souviens plus du mot français du coup. Fissure tout simplement, voilà c'est ça. Donc la fissure. Et pour le béton par contre, on va avoir fissure aussi, mais sûrement pas la même, puisque une fissure dans de l'acier est peut-être plus problématique qu'une fissure dans le béton, j'imagine, ou l'inverse, c'est l'un des deux, mais en tout cas, ça permet de distinguer ces différents damage types. Et enfin, l'inspecteur va décider pour chaque élément, pour chaque damage type, de dire celui-là, on est sur du A, B, C, D ou E, en fonction de l'importance du dommage. Alors là, c'est un point qui, est-ce que c'est important de le mentionner? Je ne sais pas, mais bon, c'est pas pour être complet. En réalité, on n'est pas un dommage à 100% soit A, B, C, D ou E, mais c'est en réalité soit 90 de A et 10 de B ou autre. Donc on a, la somme doit faire 100 pour chaque dommage, mais ce n'est pas juste une des catégories qu'on choisit.
Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est ça que doit rentrer un inspecteur sur sa tablette pour chaque élément, pour chaque dommage, pour chaque span, pour chaque pont. Donc il y a quand même pas mal de choses à rentrer et il va falloir trouver une façon de le faire hors ligne et à resynchroniser derrière. Donc pour ça, on a utilisé une solution que j'ai beaucoup utilisée dans ces pays-là parce que cette notion de hors ligne, en ligne est assez prégnante, on la rencontre beaucoup. Et donc ça s'appelle Open Data Kit. Ça permet de faire des formulaires, des questions. Donc ici on voit Bridge Damage, on le choisit, ensuite on rentre les différentes notes, A, B, C, D ou E. Et donc ça permet de faire, on a directement l'application en ligne développée par ODK qui est open source, ça s'appelle ODK Collect. On a une synchronisation, c'est ça qui nous fournissent, c'est surtout la synchronisation avec le serveur. Une fois qu'on arrive, on est sorti du pont, on arrive le soir au bureau ou bien on a une connexion 3G, la synchronisation va se faire facilement, l'envoi des données va se faire facilement. Et aussi un autre point qui est donné, disons, gratuitement par Open Data Kit, c'est la création du questionnaire qui, lui, va se faire sur Excel, donc pas besoin d'un développeur pour modifier une question ou en rajouter une, etc. Les submissions, une fois qu'elles sont validées au niveau du téléphone par l'inspecteur, elles arrivent sur une web app centralisée, ils appellent ça ODK Central, et donc chaque ligne ici correspond à un jeu de données qui a été envoyé pour un pont, on voit sur la route 14A, il doit y avoir le Teenage, voilà, au bout, qui identifie le pont. Et donc c'est quand même assez bien fait, néanmoins on peut voir qu'il y a quelques difficultés, quelques challenges à l'utilisation de ODK. D'abord, on n'a pas du tout la main sur le UX et UI du collect. On a un petit peu la main parce qu'on a le choix de l'ordre des questions, mais alors il faut, une fois que le choix a été fait, si un inspecteur veut faire plutôt élément par élément plutôt que faire span par span, c'est impossible. Il faut qu'il continue le cheminement du questionnaire qui a été développé. Alors, d'un autre côté, on doit développer des façons de faire et des pratiques et spécifier comment on fait l'inspection, donc c'est normal qu'il y ait un peu de contrainte à ce niveau-là, mais on peut imaginer un peu de flexibilité pour pouvoir revenir d'une question à l'autre, et là, ce côté séquentiel n'est pas très simple pour l'inspecteur. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant, et peut-être que vous avez eu ça aussi dans vos développements, c'est ODK nous donne la possibilité d'être extrêmement contraignant pour être sûr d'avoir une qualité de données absolue. Donc impossible de passer à la question d'après si on n'a pas rentré la donnée de la question précédente, impossible d'être un peu flexible. Alors d'un côté on se dit avec ça on est sûr d'avoir une data absolument clean, mais alors parfois on se retrouve soit avec de la fausse donnée parce qu'ils ont envie de passer à la question suivante et ils diront on va changer plus tard et je mets la fausse donnée parce qu'il n'y a plus que 20 minutes avant la fin, il faut repartir, il faut finir l'inspection du pont, ou bien, enfin voilà, des exemples comme fausses données ou pas de données, on ne fera pas l'inspection parce que c'est trop compliqué. Donc il faut trouver une sorte de compromis entre les contraintes implémentées dans les questionnaires et la réalité du terrain. Et enfin, ça c'était plutôt de mon côté, ODK fournit tout en XML dans une base de données. Donc toutes les submissions sont en réalité quelque chose en XML que moi j'essaye de requêter derrière en SQL. Et donc ça c'était un petit peu un casse-tête. Surtout il a fallu faire des va-et-vient pour remettre des ID aux questions qui fonctionnaient bien. Bon, c'est un peu dommage qu'ils aient fait un choix de faire tout en XML. Il y a sûrement une raison, peut-être au moment où ça a été développé, peut-être qu'il y a d'autres contraintes que je ne vois pas là de tête en imaginant des tables créées à la volée. Mais en tout cas, tout est dans une même table soumission et derrière, il faut se débrouiller avec un dump XML. Donc voilà comment ça se passe. On a une base de données où toutes les soumissions sont envoyées. Le projet a sa propre base de données qui est une base de données Postgre. Et donc, il doit y avoir une extraction manuelle faite pour pouvoir prendre les données qui sont là dans un format qui ne nous correspond pas forcément et les mettre dans la donnée dans la base de données du projet. Et ça permet de faire quand même un check de qualité, et c'est à ce moment-là que l'une des personnes du ministère fait un check de qualité, au moins pour ne pas rentrer de la donnée sur des fonds qui n'existent pas. Et juste une petite
pas anecdote, mais en tout cas, voilà, il y a un peu d'automatisation sur un trigger de PostgreSQL, puisqu'on a des photos qui arrivent ici, elles sont dans les colonnes de la table, et nous, on a envie de les voir, les photos, comme celles que vous avez vues tout à l'heure. Donc, c'est automatiquement extrait dans le file system pour pouvoir derrière les visualiser dans l'app. Je vais passer au deuxième point, c'était l'implémentation de l'algorithme de détérioration. Donc, à quoi sert cette donnée? À quoi servent tous ces éléments? Donc là, on est sur le span numéro 1, composant qui s'appelle bearing, élément qui s'appelle le shoe, seat, mortar, et il a deux types de damage. Et bien, en fonction de ces éléments-là, pour chaque élément, on va pouvoir créer ce qu'on appelle le health index, donc c'est une note entre 0 et 100 pour l'élément, pour savoir si, bien sûr, 0, il s'est effondré, et 100, la qualité est bonne. Et donc, tous les damage types ne sont pas égaux, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc, il y a tout un système de pondération. J'ai juste plaqué comme ça l'exemple Excel, c'est pas forcément pour le regarder en détail, mais en réalité, c'est pour dire qu'on a différents éléments, différents damage types pour un élément, et les facteurs vont pondérer et donner plus d'importance pour le peeling que le water leakage. Donc là, on a une note pour chaque élément, et c'est pareil pour un pont. Quand on veut revenir au niveau du pont, du composant ou du pont, du span, eh ben, on a aussi des petits facteurs comme ça qui vont venir donner plus d'importance, mettons, à la superstructure que à la road sur le sommet du pont. Donc tout ce que je voulais faire, c'était vous montrer que là, des requêtes SQL permettent assez facilement, en faisant finalement une somme fois facteur avec des group by. Donc c'est assez standard, c'est assez sympa. Ça nous permet de calculer le HI, comme on dit, on the fly. Il n'est pas en dur dans la base de données. Donc s'il y a des changements de paramètres ou des changements dans l'inspection qui sont un petit peu corrigés visuellement après dans l'application, le HI est automatiquement modifié, ou en tout cas à chaque requête. Et c'est là que j'ai découvert les CTA, quand on fait comme ça sur SQL, les Create Table As, et ça a quand même, je ne sais pas si c'est la chose la plus optimale qui soit dans chacune des requêtes, mais en tout cas pour relire derrière notre requête SQL, c'est assez formidable. Donc j'en suis très friand maintenant. Et donc cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer aussi de planifier la vie du pont. Donc on est en 2022 par exemple ici, ou disons ici, et on a un modèle de détérioration qui nous dit si on ne fait rien, et ben ça va chaque année, de manière quadratique, le health index du pont va diminuer et diminuer. Et on a des possibilités de scénarios qui donnent, soit on est proactif, et dans ce cas-là, dès que le health index arrive à 60, hop, on va faire un nouveau travail de réhabilitation, ou bien on peut être réactif et attendre 40 pour faire ça. Donc on a ainsi 6 scénarios. Donc juste, je dis ça pour rajouter un petit peu de complexité dans le système. On va maintenant, pour chaque pont, pour les 6 scénarios, pour les 50 prochaines années, pour tous les éléments des composants, des spans, commencer à calculer ces choses-là. Donc là, mes requêtes SQL, elles commencent à être un petit peu plus velues, ça marche encore, mais là, mes CTA, ils sont de plus en plus gros, et je ne sais pas trop s'il y a des bugs dedans, ou ça. Donc il y a eu quand même beaucoup de travail de fait pour être bien sûr qu'on matchait le fichier Excel et le SQL qui est généré derrière. Est-ce que SQL est toujours la bonne solution, SQL sans ORM, pour ce type d'algorithme? Bon, moi j'ai l'impression que ça a ses points positifs et ses points négatifs. En termes de performance, c'est assez bon. Mais alors en termes de lisibilité et de test, ça peut être un peu plus problématique. Voilà, et en réalité, je voudrais juste... bon, pareil, on rajoute encore des contraintes, parce que cette fois-ci, de tout ce que je vous ai dit, on va se dire, ok, sauf que maintenant, on a un budget. Donc, on a une priorisation des travaux. Donc, on voudrait, en 2025, ne dépenser que 200 millions de KIP. C'est pas tant que ça, le KIP, c'est la monnaie locale. Et si on n'a plus assez d'argent, et ben on repousse à 2026, et alors on recalcule le Health Index qui est devenu un peu plus bas, etc., etc., etc. Donc cette partie du système est plus complexe, mais voilà, on est arrivé au bout de l'implémentation quand même. Je vous présente justement, je vous avais dit au début, pour ceux qui aiment tout ça, l'architecture globale du système.
Donc tout est déployé sur les serveurs du ministère des Transports, ils ont leur propre machine. On a pu avoir accès à une virtual machine dessus Ubuntu, sur laquelle ont été installés ODK avec qui est un Docker qui s'installe out of the box. Et sinon derrière, on a une base de données Postgre, le backend est en Node.js Express et le front-end est en Vue.js. Le tout servi par Nginx ici, qui va aussi servir l'interface de ODK et aussi les fichiers qui ont été extraits pour pouvoir les visualiser dans l'app facilement, les fichiers de photos et médias. Alors maintenant, je voudrais juste faire un petit slide sur peut-être ceux que ça pourrait intéresser de travailler sur ce type de projet. Donc comme je le disais au début, ces projets vous permettent peut-être d'aller travailler au soleil, de découvrir une nouvelle culture. Ils apportent quand même leur lot de soucis et de problèmes parce que, pour les raisons que je voudrais évoquer ici, je vais les évoquer directement. On est sur des financements avec des budgets fixes et sur ce qu'on appelle des cycles en V. Donc le cycle en V, on fait la spécification sans s'occuper des développeurs ou de qui que ce soit. Ensuite les développeurs, ils arrivent, ils développent leurs choses et puis ensuite ils repartent chez eux. Et enfin l'utilisateur va avoir dans les mains le logiciel. Et ça, je pense que la plupart des gens ici utilisent maintenant les méthodes agiles où on va être sur des cycles beaucoup plus courts. Là, vu que les financements sont prévus, on prévoit un budget, on prévoit des termes of reference comme on dit, donc des spécifications auxquelles on doit se tenir. Et parfois, on se retrouve à implémenter des fonctionnalités qu'on sait sont inintéressantes et devraient juste être supprimées au profit d'une autre. Mais comme les spécifications ont été faites en amont par des gens qui ne sont déjà plus là, et que l'utilisateur final les a validés, on ne peut plus changer. Et donc c'est quand même un petit peu frustrant. En tout cas, pour travailler sur ce genre de projet, on peut se faire soit recruter par une entreprise comme ces fameux japonais et des entreprises françaises qui font ça, qui répondent aux appels d'offres de ces gouvernements un petit peu partout dans le monde. Et soit on est embauché par eux, ou moi, mon cas, étant déjà sur place, et bien, parfois il y a un bidding, comme on dit, un appel d'offres qui est lancé et on constitue une équipe et c'est cette équipe qui va répondre à l'appel d'offres sans avoir forcément de lien d'employé à boss. Voilà, donc c'est ma dernière slide, thought and feedback. Je voulais discuter, voilà, la chose qui me fait pas bien dormir la nuit, c'est est-ce que RoSQL était la bonne solution? Alors j'ai bien entendu, j'ai un OLM aussi pour tout ce qui est créer un pont, supprimer un pont, mais tous ces algorithmes, quand quelqu'un va reprendre derrière et voir les requêtes, peut-être qu'ils vont avoir pas mal de mots de tête pour les comprendre. Aussi, un autre point, c'était à quel point l'utilisateur doit savoir à propos de ce qui se passe dans le logiciel. Ce matin, on avait par exemple la personne métier qui expliquait aux développeurs comment faire. En réalité, ici, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque l'utilisateur n'est pas la personne qui va expliquer, mais c'est le consultant extérieur qui vient du Japon qui va implémenter sa solution. Donc on se retrouve avec des utilisateurs qui peut-être n'ont pas connaissance des rouages de l'algorithme, et les seules personnes qui connaissent sont le développeur qui a dû l'apprendre avec le consultant spécialiste en génie civil. Et je trouve que c'est peut-être un point dommage sur ce système avec beaucoup de complexité pour un utilisateur qui n'est peut-être pas prêt à l'utiliser. En tout cas, la gestion du pont en lui-même me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressante pour l'utilisateur final. Voilà, je parle encore de mes requêtes SQL pour être sûr qu'elles fonctionnent bien. Bref, c'est une sorte de... Je suis un peu obnubilé. Et voilà, l'une des choses, allez au soleil, partez, mais attention, vous allez peut-être avoir des chocs face à la méthodologie employée dans ce genre de projet. Et bon, c'est toujours intéressant d'aller voir et d'essayer, mais c'est un sacré changement par rapport aux méthodes françaises. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez m'envoyer des messages, vous pouvez le faire via mon adresse email ou mon LinkedIn. Merci.